Donc en fait aujourd'hui je voulais juste présenter le travail qu'on avait fait sur la formation débuter en trading. Alors le mot débuter en trading peut faire penser à un niveau pour débutants. Ah, le son est très faible, alors attends une seconde. Voilà, là le son devrait être plus fort, si vous pouvez me confirmer. Ok. Donc, je disais, l'idée, voilà, c'est de présenter un peu la formation, ce que vous pouvez apprendre et comment vous pouvez l'utiliser. Et puis, ben voilà, c'est pas plus mal. C'est déjà pas mal, je veux dire. Donc, présentation de la formation pour débutants. Donc voilà, comme je disais, c'est écrit débutant, mais c'est vraiment pour tous les niveaux. Et même si vous n'êtes pas débutant, on vous recommande vivement de la regarder. Donc, comme d'hab, un petit avertissement. Le trading sur le forex peut entraîner de lourdes pertes. Il s'agit d'une activité à risque et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Alors d'abord, avant de présenter un peu la formation, à qui donc s'adresse cette formation? Bon, nous en gros, comme j'ai dit, on l'a calibré et pour les novices et pour les initiés. Donc en fait, pour les novices, on essaie de s'adresser à celles et ceux qui démarrent vraiment dans la semaine, qui découvrent le trading. L'idée, c'est de leur donner toutes les bases, que ce soit au niveau du trading, du money management, de ce que c'est qu'un broker, etc., etc., pour vraiment commencer de la meilleure manière qui soit. Alors après, il y a entre guillemets et enfin il y a et 15 heures et que 15 heures. C'est 15 heures, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. On aurait pu beaucoup plus s'étendre et être peut-être beaucoup plus didactique et beaucoup plus pédagogique sur certains points qui peuvent être compliqués. Bon, de toute façon, la formation, elle est sur YouTube, donc on peut la regarder autant de fois qu'on veut. Mais voilà, l'idée, c'est que pour les novices, on essaie d'avoir les meilleures bases possibles, autant que ce soit au niveau de l'analyse du trading, mais également à tout ce qui est à côté. Et aussi surtout aux personnes initiées qui sont parties sur de mauvaises bases parce qu'on s'est rendu compte que bah, nous, jusqu'à maintenant, on n'a jamais fait de formation pour débutants. À chaque fois qu'il y a un débutant qui est venu nous demander si on pouvait le former, on fait non. Nous, notre cœur de cible, en fait, notre cible, c'est des gens qui savent déjà trader, qui n'arrivent pas, et on essaie de les mettre sur le bon chemin. Et j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu la faire payante, la formation. Euh, mais voilà, l'idée c'était quand même, du coup, on avait quand même beaucoup de demandes et on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer, au lieu de faire plein de webinaires gratuits qui sont un peu décousus parce qu'il n'y a pas vraiment de plan dans les webinaires gratuits qu'on proposait, bah, pourquoi pas essayer de mettre tout ce que je sais dans une formation et puis voilà. Et puis d'essayer que ce soit vraiment la meilleure qualité possible. Donc cette formation, comme je disais, elle est gratuite, elle a une vocation pédagogique, iconoclaste parce que bah, déjà c'est notre manière de voir les choses. Donc pour ceux qui connaissent, on a certaines particularités, certaines manières de penser le trading et l'analyse. Et elle se veut exhaustive, c'est-à-dire qu'on pense que sans être prétentieux, ça suffit largement pour débuter et qu'après on n'a besoin de rien d'autre. Et qu'après tout le reste, c'est juste satisfaire sa curiosité, hein, acheter des bouquins, des machins, des ci, des là. On n'en a pas besoin, c'est juste comme ça. Alors pourquoi avoir fait cette formation? Alors bon, déjà, on est parti de plusieurs principes. Alors comme vous savez ou pas, moi j'ai jamais lu de bouquin, pour la simple et bonne raison que je suis quelqu'un qui a une personnalité un peu particulière, je suis très têtu et j'aime pas apprendre des autres. Parce que même si moi j'apprends aux autres, moi-même je n'aime pas apprendre des autres. J'estime que je préfère apprendre de moi-même, sinon je n'en retire aucune fierté et je ne ressens aucun plaisir. Alors ça, il y a un petit côté un peu autiste parce que bah, du coup, je mets peut-être plus de temps des fois à apprendre des trucs parce que bah, j'apprends tout de moi-même dans la pratique. Mais c'est pareil pour tout, hein, que ce soit au niveau des langues, etc., etc. Voilà, c'est juste que j'ai plus de fierté à tout faire moi-même et à apprendre de moi-même que d'apprendre de quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment lu. Et de deux, c'est vrai que j'ai un esprit quand même assez critique. Et, euh, et puis bah, de ce que j'avais plus ou moins lu de toute façon sur les forums et sur les bouquins, même si c'est des livres de qualité, c'est des choses qui m'auraient de toute façon pas intéressé ou qui m'auraient peut-être fait découvrir des choses que j'aurais découvert par la suite. Mais j'ai préféré à faire ce système, c'est-à-dire apprendre tout seul. Et ensuite, en ayant eu quelques retours sur les livres, tout le monde dit oui, à chaque fois qu'on achète un livre, de toute façon, il n'y a que des points positifs, et c'est normal, puisque quand on réfléchit bien, quand on est débutant ou quand on lit quelque chose qu'on ne savait pas avant, bah, il y a des mécanismes qui se mettent en place dans le cerveau, et dire ah oui, c'est vrai, ça je ne savais pas, après c'est pas mal, etc. Et il faut bien se rendre compte que la plupart des livres
sont bien parce que c'est beaucoup de débutants qui les lisent et pas forcément des gens qui ont beaucoup plus d'expérience. Il m'est arrivé de lire quelques articles ou quelques forums ou quelques formations, puisque je vais expliquer que j'ai acheté, je suis client d'à peu près tous mes concurrents pour un peu voir ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai que ben voilà, on s'est rendu, pour les débutants je parle, hein, et on s'est rendu compte que finalement ben, tous les contenus, qu'ils soient payants ou gratuits, sont quasiment tous les mêmes. Alors ils y vont tous un peu de leur manière, on va dire dans la forme c'est pas tout le temps pareil. Il y a des petits trucs qu'on retrouve à droite à gauche qu'on ne trouve pas forcément chez les autres, mais dans les grandes lignes, dans 80-90% des choses, tous les sites qui vendent des formations de 280, de 250 à 400, 500, 700 euros, même j'ai vu des formations pour débutants à 700 euros, tous les e-books, tous les bouquins, tous les machins, les ci et là, ça se reprend tous les uns les autres. Et d'ailleurs, pour moi, le meilleur site pour l'instant, à chaque fois qu'on avait quelqu'un qui nous demandait vers où aller, on a toujours recommandé Tribu Forex. Pour moi, c'est le meilleur site pour apprendre au niveau de ce qui est écrit. Il y a beaucoup sur la rubrique apprendre, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, qui sont bien écrites. Et les deux mecs qui ont fait le site sont des gens qui sont assez pédagogues et qui ont une bonne vision des choses. Donc voilà, nous à chaque fois on a envoyé les gens vers ce site-là. Bon, on n'a pas d'affiliation avec eux, on ne travaille même pas pour les mêmes brokers. C'est vraiment gratuit, c'est juste pour dire, voilà, franchement, ils ont fait un super travail sur la partie apprendre. Et ben, cette partie apprendre-là, on l'a retrouvée en fait dans plein de formations vraiment payantes. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une formation un peu payante à un prix d'appel, si 90, 100 euros, un truc comme ça, ou pas? Alors, il y a eu un cas de conscience qui s'est posé. Comme vous savez, le cerveau humain est un peu particulier. Vous avez sans doute déjà, c'est vrai que, par exemple, on sait qu'il y a des gens qui ont pris des formations chez d'autres personnes, par exemple, chez des concurrents, parce que la formation était plus chère. Et c'est vrai que souvent, on a, ben, si c'est plus cher, c'est que c'est mieux. Moi-même, je suis victime de ça. Quand je suis dans un magasin, c'est vrai que ben, si je vois un truc qui m'intéresse, et puis qu'un peu plus loin, je le vois beaucoup plus cher, je me dis, ah ouais, mais peut-être que lui, il est beaucoup mieux, etc. Enfin, ça, c'est un concept qui est quand même extrêmement connu en marketing. Et c'est vrai que n'importe qui vous le dira, vaut mieux faire payer. D'ailleurs, vous trouverez peut-être plein d'e-books qui sont pas trop chers. Vaut mieux peut-être payer même si c'est un euro symbolique ou une petite somme, que donner du gratuit. Parce que quand la personne paye, il y a une sorte d'engagement que la personne fait pour acquérir quelque chose, et du coup, elle s'implique beaucoup plus. Alors, c'est vrai que quand c'est gratuit, bon, on s'implique beaucoup moins. On pense que c'est d'une qualité bien moindre, parce qu'on se dit, bah, après tout, pourquoi faire du gratuit? C'est parce que forcément, on ne dit pas tout, et que derrière, c'est pour vendre quelque chose, etc. Donc, non, l'idée ici, c'était vraiment de proposer un truc gratuit, comme on l'a toujours fait au niveau des webinaires, avec énormément de contenu, un truc qui se suffit à lui-même, et surtout qui n'a rien à voir avec tout ce que vous pourriez acheter à côté ou ce que vous pourriez lire. Et ben, comme je dis, nous, on a acheté à peu près toutes les formations sous forme d'e-book, sous forme de vidéo, pour un peu voir comment ils faisaient. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail en amont chez certains. Il y en a un qui fait télécharger un logiciel avec tout plein d'animations, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau du contenu, on s'est dit, c'est vrai que si j'étais débutant, j'aurais été content de voir ça. Maintenant, pour quelqu'un qui a de l'expérience, bah voilà, c'est des choses qu'on peut trouver facilement ailleurs, c'est des choses qui coulent sous le sens. Et puis, il y a pas de côté novateur, quoi. On ne voit pas les choses sous un nouvel angle. Donc, c'est tout ça qui nous a fait dire que voilà, on va proposer un contenu gratuit. L'idée, c'est, entre guillemets, de concurrencer les formations payantes, mais un truc gratuit ne peut pas vraiment concurrencer du payant. Donc voilà, on a fait la formation, on espère qu'elle sera partagée le plus possible. Et sans entrer dans des considérations égotiques, c'est vrai qu'on aimerait bien que ça devienne une sorte de petite référence pour plusieurs raisons. Un, on y a mis quasiment tout ce que je savais. Deux, j'ai mis beaucoup de temps à la réaliser, parce qu'il y a plein de petites animations de PowerPoint, etc. Enfin, et puis, comme je suis assez perfectionniste, il y a plein de petits trucs qui m'ont pris plein de temps. Hein, et en gros, c'est plus de 3 mois de travail juste pour 15 petites heures de vidéo. Et de trois, je pense que vraiment, sincèrement, on a fait quand même un bon boulot et qu'elle vous apprendra plein de trucs. Voilà, donc pour qui et pourquoi est-ce qu'on a fait la formation? Alors, qu'est-ce qu'en gros vous allez apprendre dans cette formation? Bon, elle est en 4 parties. Il y a l'introduction, il y a l'action du prix, les indicateurs techniques et les concepts de trading. Alors l'introduction, elle est plus ou moins longue. Alors on commence d'abord par ce qu'on appelle qu'est-ce que le trading. Donc l'idée c'est d'expliquer la théorie du trading, donc le trading pardon, en théorie. Donc qu'est-ce que c'est que le trading directionnel? Le trading directionnel qu'on va opposer au trading neutre au marché ou à ceux qui vont plutôt donc ce qu'on appelle le hedge, hein, donc qui vont essayer d'acheter et vendre sur des marchés sont différents. Donc là, comme vous le savez, on fait du trading directionnel. Donc on va un peu parler de ça.
Et après, on va parler de la grosse différence qui pèse énormément dans son trading entre la probabilité et la profitabilité. Donc, qu'est-ce que c'est que la probabilité? Qu'est-ce que c'est que la profitabilité? Et quel va être l'impact de ces deux notions sur le trading? Parce qu'il y a des traders qui vont plutôt chercher la probabilité, donc tout ce qui est scalping, etc., etc. Il y en a d'autres qui vont plutôt chercher la profitabilité. Et également, est-ce que la probabilité et la profitabilité, on peut le faire en même temps? Et quelles sont les imbrications entre l'un, enfin, de l'un vers l'autre? Après, dans la théorie du trading, on parle également de la gestion du risque et du capital. Donc là, bah, c'est une introduction, parce qu'il y a un cours complet dessus. C'est une introduction au money management. Et notamment, on vous explique, on vous démontre avec une stratégie toute simple qui fera plus tard l'objet de beaucoup d'articles, parce que c'est une sorte de travail de R&D, on pourrait appeler ça comme ça, le R&D DM Trading. Ça fait longtemps qu'on bosse dessus. On l'avait appelé DM Taurus. En fait, c'est un robot qui apprend de lui-même. C'est-à-dire, c'est un robot qui à la base trade avec juste une moyenne mobile. Et puis, il va prendre des signaux. Et puis, s'il est gagnant, il va regarder pourquoi est-ce qu'il gagne. Donc, il analyse lui-même en fait les conditions de marché, les machins ici là. Et puis, il continue. Et puis, le jour où il commence à être perdant, bah, il réduit déjà la perte. Il apprend de ses erreurs et puis bah, il va réduire les risques et il va essayer de repasser gagnant. Et quand il repasse gagnant, il redouble le risque. Ça, on en reparlera beaucoup plus tard. Donc voilà, donc dans cette partie-là, dans la première partie, qu'est-ce que le trading? On parle également de ça, de comment peut impacter un money management très simple sur les résultats. Comment transformer une stratégie perdante en une stratégie gagnante, par exemple. Et puis après, on parlera également du trader, c'est-à-dire pour savoir quel type de trader est-ce que vous êtes et un peu de psychologie au niveau du trading. Alors la deuxième leçon de l'introduction, c'est le forex. Alors c'est la première grosse leçon qui dure plus d'une heure et demie, je crois. Donc là, on va parler des généralités sur le forex, mais pas forcément des choses que vous avez pu lire ailleurs. Alors bien sûr, il y a les grandes lignes qui sont les acteurs. Alors là, on va quand même essayer de présenter quelle est vraiment la différence entre une banque centrale, une banque d'affaires, une banque commerciale, le trader, le spéculateur, l'industriel, etc., etc. Bon, les horaires et l'activité sur le forex, on va surtout en parler au niveau des cycles de la volatilité, donc c'est toujours intéressant. Et puis on va parler des différentes devises, donc ça c'est quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs, pareil, c'est expliquer en gros le phénomène d'élasticité entre les devises qui appartiennent à des mêmes groupes. Hein, donc il y a des devises qu'on ne peut pas trader en fonction de certaines stratégies parce qu'elles sont trop pareilles. Hein, OD NZD, Euro Livre, USD Yen, Euro CHF, USD CAD, OD CAD, etc. C'est des paires qui en intraday, sauf différence au niveau des index, hein, différence au niveau de l'élasticité, ça va être difficile à trader. Donc on parle de tout ça, un peu des différentes devises que nous, on met dans des paquets. Et puis la partie la plus intéressante, c'est les particularités du trading sur le Forex. Donc on explique pas à pas le système de cotation. Alors pas qu'est-ce que c'est que le PIP, etc. Ça, tout le monde, enfin, pipe, la plupart des gens le savent, mais surtout comment est-ce que mathématiquement ça s'organise. Donc là, on va redémontrer pourquoi est-ce que le Forex est un marché qui est factice et pourquoi la plupart des transactions ou ce que vous voyez sur les devises, c'est faux, puisque c'est des titres qui sont recréés mathématiquement. Donc on en parle de ça, un peu de mathématiques, mais de manière très simple. On parle également du spread, première introduction sur ce que c'est que le spread. On en reparlera un peu plus tard dans les brokers pour expliquer la différence entre le spread fixe et le spread variable. Parce que pareil, là, il n'y a pas vraiment de sites qui en parlent vraiment bien, ou en tout cas, c'est beaucoup de langue de bois, où ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de sites qui proposent des contenus. C'est des sites qui sont surtout faits pour récupérer des adresses mail ou faire de la pub à des brokers, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on explique brièvement ce que c'est que le spread, mais il y a beaucoup de choses qui sont n'importe quoi. C'est que c'est comme pareil, on va parler de la différence entre tout ce qui est ECN, STP, etc., où c'est du grand n'importe quoi. Donc pareil, on essaie un peu de parler de tout ça. On parle également des taux d'intérêt hein, dans la partie sur le Forex et une partie sur l'effet levier, les comptes à marge, pour expliquer aux gens ce que c'est vraiment que le levier, la marge, comment ça fonctionne, etc. Et puis, on explique surtout comment se fait une position sur le Forex, comment réellement, concrètement, ça se passe. Donc avec le compte débiteur, avec le compte créditeur, donc peut-être des choses que vous ne connaissez pas encore. Donc voilà, c'est pour expliquer comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que le swap, qu'est-ce que le compte créditeur, qu'est-ce que le compte débiteur, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on calcule une taille de position, etc. La troisième leçon, c'est l'environnement du trader. Alors c'est là où ça va en intéresser peut-être pas mal. On va parler du courtier. Donc en gros, il y a beaucoup de termes marketing qui existent et qui sont utilisés, STP, ECN, truc bidule. Bon, il faut oublier tout ça. Il faut vous dire qu'un courtier, il est tout simplement, soit il fait ce qu'on appelle du A-book, soit il fait du B-book. Point final. Il n'y a aucune autre espèce de distinction et aucune autre espèce de différence. Tout le reste, c'est du blabla marketing. C'est des mots qu'on invente pour faire, oui, pour expliquer par exemple le protocole
de transfert des ordres ou des flux, ou le fait que ce ne soit pas des hommes et des ordinateurs qui soient derrière. Il faut oublier tout ça. Un broker fait soit du book A, soit du book B. Donc, on explique ce que sont les différences entre book A et book B. Donc, on explique également qu'il faut arrêter de diaboliser les market makers, puisqu'il y a tout le temps un market maker. Ça aussi, ça m'a toujours fait rire. Quand je lisais, ah bah ouais, moi je vais pas chez lui, c'est un market maker, je préfère aller chez un broker. Bon, il faut savoir que les brokers en général sont des petites compagnies qui n'ont pas forcément des gros moyens, que la licence pour être broker, elle est très facile à obtenir, donc n'importe qui, entre guillemets, peut devenir broker. Par contre, une licence pour être market maker, c'est extrêmement compliqué à obtenir parce qu'il y a beaucoup plus de réglementation. Il faut être une énorme boîte avec énormément de capitaux. Et surtout, il faut être très gros. Et de toute façon, derrière 100% des brokers, il y a tout le temps un market maker. C'est obligatoire, sinon le marché ne peut pas fonctionner. Le market maker est indispensable au marché. Donc ça, pareil, c'est des choses que souvent les débutants, quand on lit 2-3 trucs sur les forums, on diabolise le market maker et on encense le broker, alors que bien souvent, c'est l'inverse. Et puis on explique la différence également, ce que c'est que le spread fixe et le spread variable. Et puis on parle également de quelques combines de courtiers qui disent qu'ils font du book B, donc qui sont entre guillemets, qui passent vos ordres sur le marché. Mais en fait, ils travaillent, ils ont des partenariats avec des banques qui, elles, font du market making. Hein. Un exemple que vous étudierez dans cette leçon, c'est par exemple, il y a des brokers qui disent, bah, écoutez, nous, on passe tous vos ordres sur le marché, hein, mais il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'à côté de ça, ils envoient vos ordres sur le marché, certes, mais à leurs partenaires, et ils ont un deal avec eux. Et le deal, c'est, bah, écoutez, nous, on vous envoie des clients, des gagnants et des perdants. Les gagnants, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, les perdants, on fait moite-moite sur leurs pertes. Et voilà. Et il y a plein de brokers qui font ça. Donc, on parle un peu de tout ça. Et spread fixe, spread variable, pareil. Donc, on parle un peu des différences, et également des manipulations qu'on peut faire au niveau du spread. Comment faire pour augmenter le spread, comment faire pour le diminuer, ou comment vous faire croire que le spread est bas alors qu'il ne l'est pas. Alors après, on parle vite fait, enfin on n'en parle pas vraiment des logiciels pour trader, donc les plateformes MetaTrader 4 et ProRealTime. En fait, ça, pour l'avoir, il faut plutôt s'inscrire sur DMT dans la partie gratuite. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous vous inscrivez à la newsletter, vous recevez un lien pour créer un compte gratuit. Et dans le compte gratuit, il y a des tutoriels sur les plateformes, des trucs comme ça. Donc ça, c'est pas traité dans la leçon. Par contre, il y a la troisième partie dont on avait déjà parlé sur DMT, c'est comment créer sa station de trading. Donc là, pareil, on réexplique pas à pas comment est-ce qu'on peut créer sa propre station de trading à moindre coût, hein, pour moins de 500, moins de 400 euros. Donc comment choisir ses composants, etc., etc. Puis comment monter son ordinateur. Et puis on montre avec des petites images les différents composants, comment ça fonctionne, etc. Donc ça, c'est la troisième leçon, hein, de l'introduction qui est vraiment pas mal. Alors, petit 4, c'est les différentes écoles d'analyse. Alors, ça, c'est extrêmement théorique. C'est la dernière partie de l'introduction. En fait, on explique ce que c'est que l'analyse fondamentale, quels les avantages et les inconvénients. Est-ce qu'on peut utiliser l'analyse fondamentale dans le trading? C'est ça qui va nous intéresser, parce que dans l'investissement, oui, mais dans le trading, là est la question. Le problème de l'accès à l'information également. Après, on va parler de l'analyse comportementale. Hein, donc, ça fait l'analyse comportementale qui contient l'analyse technique, l'analyse chartiste, etc., etc. Et puis, on parle de l'analyse quantitative, qui sont plutôt des approches mathématiques, probabilistes, statistiques. Donc, voilà, on parle un peu des trois manières de faire. Après, on part dans la grosse partie qui est l'action du prix. Donc là, on part de la base, c'est-à-dire la lecture graphique. Donc, ça, c'est peut-être des choses qui risquent de ne pas intéresser ceux qui sont initiés. Mais pareil, je vous renvoie quand même à le voir, parce qu'on explique comment fonctionne également un carnet d'ordre. Enfin, je crois que c'est plutôt dans la leçon d'après. Donc, dans la lecture graphique, en fait, on explique vite fait ce que c'est qu'un graphique boursier, comment on l'étudie et qu'est-ce qu'on lit sur un graphique, les volumes, les bougies, qu'est-ce qu'une bougie d'ailleurs, comment est-ce que ça se crée, qu'est-ce que c'est que la liquidité, qu'est-ce que c'est que la volatilité et quelles sont les différentes unités de temps. Donc, on va dire que c'est la leçon qui est peut-être la moins intéressante pour ceux qui sont initiés et vous pouvez faire un passe dessus parce que c'est vraiment le b.a.-ba. Hein. C'est comment ça fonctionne, comment ça se crée un chandelier, etc. Ou alors, pour les plus curieux, hein, vous pouvez bien sûr la regarder. Alors ensuite, il y a l'évolution du prix. Donc là, on explique comment se crée un carnet d'ordre, donc pour ceux que ça intéresse. Donc on regarde comment se créent les volumes, l'évolution du prix, l'offre et la demande. Quels différents types de mouvements peut effectuer le prix, hein, donc soit il fait des mouvements obliques, soit il fait des mouvements latéraux. Et puis on va commencer à parler des choses vraiment intéressantes, c'est-à-dire les tendances. Qu'est-ce qu'une tendance d'après la théorie de Dow? Qu'est-ce que la relativité des tendances? Donc on va commencer à parler du multi-time frame, super important, une des notions les plus importantes qui fera l'objet ensuite d'une leçon. Et puis les corrélations. Qu'est-ce que la corrélation mathématique sur le Forex? On en a parlé. Qu'est-ce que la corrélation économique et qu'est-ce que la corrélation comportementale? Et est-ce que ça peut être utile au trading? Et si oui, comment les utiliser?
Donc voilà, ça c'est pour l'évolution du prix. Alors après, on parle des supports à résistance, bien sûr, hein, ça c'est obligatoire. Donc on parle de ce que c'est qu'un support à résistance. En fait, un support à résistance, pour nous, c'est là où se créent les naissances des mouvements. En fait, c'est là où naît et là où meurt un mouvement. Donc pour nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Donc on va essayer pareil d'expliquer les supports à résistance à notre manière. Alors après, bon, que sont les supports à résistance et surtout quels sont les différents types de supports à résistance. Les supports à résistance naturels, psychologiques, temporels, qui sont recréés par l'homme, tout ce qui est ésotérique, Fibonacci, etc. Les obliques, les moyennes, les supports à résistance mémoire, ce genre de choses. Quelles sont, et ça c'est le plus important, leur validité dans le temps. C'est-à-dire que si je crée un support à résistance d'il y a un mois, est-ce que je peux toujours l'utiliser? Parce que c'est vrai que souvent, je lis des analyses, parce que je fréquente beaucoup Twitter, on en reparlera après. C'est vrai que des fois, je vois des trendlines qui datent mais de semaines, de mois, d'années, des fois en arrière. Et j'ai envie de dire, mais est-ce que cette trendline, elle vaut toujours le coup, quoi? Elle a été tracée dans une situation particulière à l'époque. Est-ce que cette époque vaut toujours, est toujours d'actualité? Pareil, un CAC 40, ça on en parle dans la leçon. Un support qui a été créé sur un CAC, il y a peut-être 4-5 ans dans une certaine période, donc avec un pricing particulier, est-ce que le pricing va être le même aujourd'hui? Donc ça, c'est des questions qu'on va se poser et on apporte la réponse, comment nous, on voit un peu les choses et comment on utilise les supports à résistance. Et puis, on explique également une méthodologie pour les tracer, c'est-à-dire comment est-ce que nous, on trace nos supports à résistance. Alors, la 8e leçon, c'est une leçon qui est assez rapide, c'est les canaux et droits de tendance. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est rapide? Parce que pour ceux qui ne savent pas, ben, nous, on n'utilise pas vraiment les canaux. Alors, on parle des canaux, comment les dessiner, comment les tracer. Donc, il y a deux types de canaux, les canaux pour les rebonds et les canaux pour les cassures. On explique pour nous ce que c'est qu'un canal. Donc, pareil, jamais vous nous entendrez dire, ouais, ça c'est une zone d'achat, le canal va être respecté, etc. Non, on va vous expliquer, ben voilà, un canal représente un angle, c'est-à-dire une vitesse d'évolution sur une échelle logarithmique et un, comment ça s'appelle, et une volatilité, hein, parce que les bornes d'un canal, ça représente l'écart le plus grand entre un point haut et un point bas. Donc on va expliquer avec cette manière-là plutôt, donc une manière beaucoup plus pragmatique, ce que c'est qu'un canal, ce que signifie la cassure d'un canal, ce que signifie le respect d'un canal, etc., etc. Et on parlera dans ce cas-là plutôt donc des canaux qui nous intéressent et qu'on utilise de temps en temps. Ce sont les canaux d'erreur type qui sont tracés avec les droites de régression linéaire. Pour nous, c'est le meilleur des canaux. Et donc, on explique un peu ce que c'est, comment l'utiliser et une petite méthodologie pour l'utiliser. Après, on parle du chartisme. Alors, ça surprendra peut-être la plupart de ceux qui nous connaissent, puisque vous savez qu'on n'utilise pas vraiment, pas du tout le chartisme, mais on a quand même des choses à dire dessus. Donc, on parle du chartisme, des configurations graphiques et des champs de japonais. Donc, quelques figures chartistes qu'on utilise entre guillemets, c'est-à-dire que nous, on traite beaucoup les compressions. Hein. C'est-à-dire que la base de notre stratégie, c'est de trader les sorties de compression, tout simplement, les sorties d'attente. Hein. C'est un truc très banal, très basique, mais plus c'est simple et mieux c'est, hein, comme on sait. Alors, la difficulté, c'est plus c'est simple et plus c'est compliqué de faire simple aussi. Ça, paradoxalement, c'est plus facile de faire compliqué, hein, de se rajouter plein de trucs, de se compliquer la tâche, que de faire simple. Donc, nous, on traite les compressions, donc on explique un peu les compressions des figures chartistes, et puis on parle de la redondance en fait du chartisme. C'est vrai que c'est très beau, une épaule tête épaule, une tasse avec Hans, un Adam avec Ève. On explique que voilà, une bête théorie de dos, un bête coup d'œil, ou la connaissance du support résistance, et on voit tout ça en fait. Donc on explique ce que c'est qu'un support qu'une épaule tête épaule, ce que ça matérialise en gros, et puis pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas, etc., etc. Après, on parle des chandeliers japonais. Là, on parle d'une méthodologie sur les chandeliers qui est vraiment pas mal, c'est de les utiliser, non pas pour entrer en trading, mais plutôt sur des horizons weekly, journaliers, voire même mensuels, pour planifier les journées qui viennent après. Donc, pareil, ça, on en parle. Donc, la différence entre le chartisme et le chandelier, c'est que le chartisme, en fait, il ne vous donne pas une information qui n'est pas accessible directement. C'est-à-dire qu'une épaule tête épaule, ça ne vous donne pas une information en plus de ce que vous voyez. Vous le voyez, le ralentissement. Vous voyez que le plus haut est plus bas que le précédent et que donc ça forme une épaule. Une compression, pareil, un triangle, on le voit que ça comprime. Donc le chartisme, il n'y a aucune figure qui ne vous apprendra quelque chose que vous ne pouvez pas voir. En fait, le chartisme, c'est une dérive égotique, c'est pour faire des bouquins et c'est pour dire, ben voilà, ce genre scientifique, ouais, une approche chartiste, etc. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais quand vous réfléchissez bien, c'est rien, c'est que du vent, c'est juste des mots qu'on a mis sur des compressions ou sur des retournements. Et puis après, on s'est amusé à faire un peu poétique, des Adam, des F, des machins. Donc tout ça, on l'explique dans la leçon 9. Et puis les chandeliers japonais, c'est pas pareil. Parce que les chandeliers japonais, c'est des résumés de ce qui se passe sur les unités de temps inférieures. Donc on explique ce que résume, par exemple, une femme enceinte ou un bébé dans le dos, on appelle ça comme on veut. Donc qu'est-ce que ça indique en fait? Qu'est-ce qui se passe sur les unités de temps en dessous
Et quand on voit ça. Et donc, pourquoi est-ce que, par exemple, quand on voit une femme enceinte en journalier, pourquoi est-ce que ça peut nous aider à trader le lendemain et connaître le sens dans lequel on va trader? Donc voilà, ça c'est la leçon numéro 9. La leçon 10, c'est l'introduction aux indicateurs. Donc là, on passe aux indicateurs techniques. Donc quelques généralités sur les indicateurs. Donc entre guillemets, pas un coup de gueule, mais un petit mot de la sémantique pour essayer d'arrêter de dire les indicateurs, ça prédit, ça machin, ça si. Non. Un indicateur, ça indique. Un indicateur, c'est juste une déformation mathématique du prix, point barre. C'est pour représenter le prix sous une autre manière. Donc forcément, soit ça le représente avec un timing parfait, donc c'est la représentation du prix très bruitée, soit, si on veut lisser, ça la représente avec beaucoup de retard. Alors, on parlera également de la période de calcul des indicateurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on choisit sa période de calcul et quelles sont les différentes manières de paramétrer un indicateur. Les erreurs à ne pas commettre quand on utilise un indicateur, les redondances entre indicateurs, etc. Et les différents types d'indicateurs, les différentes familles. Et puis après, on va s'attarder aux indicateurs les plus importants, donc les moyennes mobiles. Donc là, on va expliquer pas à pas comment se construit une moyenne mobile, quels sont les différents types de moyennes mobiles, et surtout comment les utiliser. Et on va vous montrer un système qui peut être un peu compliqué au premier abord, mais après 2-3 visionnages, vous verrez que c'est extrêmement logique et simple. Donc déjà, comment est-ce qu'on interprète les moyennes mobiles? Donc, comment est-ce qu'on interprète via le sens de la moyenne, via le positionnement de la moyenne par rapport au prix ou par rapport à des moyennes entre elles, et comment on interprète les croisements. Ensuite, on parlera des paramétrages logiques et empiriques. Donc ça, je vous laisserai regarder ce que sont que les paramétrages logiques et empiriques. Mais ça, c'est on va dire, c'est une de mes vidéos que j'ai préférées, que j'ai pris le plus plaisir à faire, parce que elle vous apprend énormément de choses, et avec ça, vous avez déjà un bon système d'analyse et même de trading. Alors après, c'est bien sûr les bandes de Bollinger. Donc pour ceux qui savent, nous on utilise les bandes de Bollinger. Donc on explique également pas à pas ce que sont que les bandes de Bollinger, comment est-ce que ça se construisent et mathématiquement qu'est-ce qui crée les phases. D'accord? On va pas être là à vous dire bah oui la phase 1 c'est ça, la phase 2 c'est ça. Non. On va essayer de vous expliquer, de vous décortiquer les indicateurs et les méthodes de calcul pour dire bah regardez en fait à cause de sa méthode de calcul, quand il se passe ça sur le prix, ça fait ça sur l'indicateur. En fait, on essaie de vous expliquer ce que vous tradez parce que bien souvent on voit des qu'est-ce que c'est qu'un croisement de moyenne? On vous explique, voilà, un croisement moyenne, ça se fait quand le prix fait ça, 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 ça. Donc c'est pour en fait démystifier un peu l'analyse technique pour pas croire que vous tradez des signaux. Non, vous tradez, oui, des indications que donne le prix aux indicateurs. Donc sur les bandes de Bollinger, on parlera de ça au début. Alors on parlera d'indicateurs que vous ne connaissez sans doute pas, parce que c'est des indicateurs maison, mais qui sont, on donne les formules de calcul, hein. C'est pas des trucs secrets, etc. Donc c'est des indicateurs qu'on a fait pour les élèves ou pour nos robots qui exploitent l'écart type. Donc un indicateur qui montre les phases extrêmement bien, les cycles vraiment bien et extrêmement précisément. Et un autre qui montre un peu ce qu'on appelle la dérivée des bandes de Bollinger. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une dérivée, c'est une droite de vitesse. Une droite de vitesse, c'est ce qui montre la pente entre deux points. Donc c'est simplement en fait la tangente des bandes de Bollinger à chaque fois, enfin la droite de vitesse des bandes de Bollinger, qui montre donc l'accélération de la volatilité tout simplement. Et puis, bien évidemment, interprétation et utilisation. Donc, comment est-ce qu'on interprète les bandes de Boll? Donc, les cycles de la volatilité, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Et qu'est-ce qu'une bulle, qu'est-ce qu'un rouleau, comment les reconnaître et surtout, que faire quand on trade avec un cycle et un rouleau. Après, il y a le MACD. C'est également une vidéo que j'ai adoré faire. C'est la 13e vidéo, donc toujours dans l'indicateur technique. Et donc là, pareil, on explique comment construire un MACD et quels sont les différents éléments du MACD. Donc il y a le MACD lui-même, la moyenne mobile, la ligne signal et l'histogramme. Et la partie la plus intéressante, c'est on vous explique ce que c'est qu'un croisement et ce que c'est qu'une divergence. Pareil, mathématiquement, on vous explique pourquoi est-ce qu'une divergence est créée. Pour que, quand je lise maintenant, en gros, comme je dis, on aimerait bien que ça devienne une référence. C'est vrai que ce qu'on aimerait bien, c'est quand quelqu'un sur un forum dit ouais, j'ai une divergence, donc j'ai acheté. On aimerait que dans sa tête, il pense à tout ce qu'on a dit sur la divergence, là, dans cette leçon-là, sur la divergence MACD, et qu'il comprenne ce que c'est qu'une divergence, que c'est juste un ralentissement du prix, ou que c'est un problème au niveau de la peur de calcul, où on explique en gros ce qui crée mathématiquement une divergence sur le MACD. Pour qu'on ne dit pas que c'est pas bien la divergence, au contraire. Nous, on l'utilise, mais peut-être pas dans le sens de la divergence. Nous, on utilise les accélérations et les ralentissements. Une divergence montre un ralentissement. Donc, quelque part, on utilise également une divergence. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens utilisent aveuglément les croisements. On en a marre de voir, ouais, j'ai vendu parce que le MACD a croisé. Mais non, tu as vendu, si ton MACD a croisé, c'est parce que le prix a accéléré en faisant ça, ça, ça. Donc, c'est ça que tu as vendu. Il faut arrêter de dire, j'ai vendu parce que le MACD a croisé. Donc, on explique tout ça et on explique également, encore une fois, des techniques de trading. C'est pas qu'en fait une forme. C'est ça la différence qui va différencier avec les autres formations gratuites et un contenu gratuit que peuvent vous offrir des formations payantes. C'est parce qu'en plus de vous expliquer ça, à chaque fois, il y a des techniques et des méthodes qui sont vraiment super
pour utiliser, pour interpréter, voire pour entrer en position. Alors après, il y a les oscillateurs bornés. Donc au lieu de faire une leçon pour le RSI, le machin, le ci, le là, on a fait une leçon entière sur les oscillateurs. Donc on explique ce que c'est qu'un oscillateur borné, donc quel est le principe à la base d'un oscillateur et comment se comporte un oscillateur. Il faut savoir que tous les oscillateurs fonctionnent de la même manière puisqu'ils sont bornés et donc ils se comportent tous de la même manière en fonction de la période choisie. C'est ce qu'on appelle l'évolution cyclique et la rupture de cycle. Donc quand on est dans un marché en range, si on calcule la bonne période, ben, l'indicateur va être extrêmement cyclique. Et si par contre il est en tendance, ben, il va y avoir des ruptures de cycle. Donc on explique un peu tout ça. Et puis après, on parle, pareil, du stochastique, du Relative Strength Index, donc le RSI, et du Commodity Chain Index, donc le CCI, des méthodes d'utilisation, des signaux, des méthodes d'analyse, etc. Tout ça à notre sauce, à notre manière. Donc pareil, hein, je crois que celle-là, c'est une des vidéos que j'ai préféré faire et que j'adore partager, parce que voilà, on a toujours un peu de fierté à partager ce qu'on est, mais vraiment, cette vidéo, c'est celle que j'ai préférée. Alors après, on rentre dans les concepts de trading. Donc là c'est un peu moins pour les débutants et les initiés. Là, c'est vraiment plus pour un peu avancer. Donc là, c'est plus des philosophies, des trucs comme ça. Donc la première partie, c'est l'approche statistique. Donc pour ceux qui ne savent pas également, même si là, on vous explique ce que c'est que le chartisme, etc., les indicateurs, on ne se revendique pas faire de l'analyse technique. Pour nous, on ne fait pas d'analyse technique. Certes, on utilise les graphiques, mais vu notre manière de penser, de gérer les trades et de voir les choses, on fait plutôt de l'analyse quantitative, c'est-à-dire plutôt des approches mathématiques probabilistes et statistiques. Donc, on explique notre approche, on explique en fait quel est le fondement de cette approche-là et comment est-ce qu'on modélise le mouvement. Donc, alors ça, c'est la partie qui est un peu la plus compliquée. Donc, on parle vite fait ce que c'est qu'une loi de puissance, une loi normale, le théorème de Bayes, et on explique comment est-ce que nous, dans notre trading, on utilise tout ça. Et donc, comment est-ce qu'on modélise le mouvement pour choisir la stratégie, comment rentrer, etc. Et puis après, on explique vite fait comment est-ce qu'on trade avec l'approche statistique. Donc, qu'est-ce que c'est que la recherche des biais directionnels et pourquoi c'est important? Qu'est-ce que l'avantage statistique? Et comment est-ce qu'on maximise les gains et comment est-ce qu'on minimise les pertes? Alors après, il y a une partie, c'est réflexion sur le trading. Alors ça, pareil, c'est tout plein de réflexions, de questions auxquelles on essaie de répondre. Donc, la fameuse subversion du pigeon qu'on répète et qu'on dit tout le temps, c'est vrai. Mais voilà, là, au moins, on la refait au propre. Donc, qu'est-ce que c'est que l'espoir dans la causalité? Alors, je vais vous expliquer après qu'il y a un compte Twitter maintenant. Cette semaine, ou les semaines passées sur Twitter, il s'est passé exactement ça. Donc là, je suis en train de préparer un article parce que je vais également vous présenter le blog sur l'espoir dans la causalité. En fait, le contexte est simple. J'ai pris une position. Cet été, une sortie de compression en journalier qui a extrêmement bien fonctionné. Mais je suis resté très, très humble face à cette position. Et sur Twitter, on en parlait de la position et j'ai reçu 2-3 félicitations. De mecs qui disent putain, bravo, félicitations. J'ai juste dit, mais j'ai rien fait, les gars. Il y avait une tendance baissière qui a commencé après une pause. Je l'ai prise, point barre. Si j'ai gagné de l'argent, c'est pas parce que la technique est géniale. C'est parce qu'il y a eu plein de choses avec la BCE et qu'il y a eu le retour de la volatilité et que le marché a énormément chuté. C'est ça qui m'a fait gagner de l'argent. C'est pas moi, c'est le marché. Et ils ne comprenaient pas ça. Donc il y avait toujours ces. Alors je ne dis pas que je veux pas de félicitations, ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai que ça m'a dit, ben, voilà, on voit bien ici l'espoir dans la causalité. C'est vrai que quand j'ai expliqué ça, malgré que j'ai expliqué ça, et donc, je lui ai dit, donc tu vois, j'ai rien fait, j'ai juste pris la sortie de compression. Et elle fait, bon, en tout cas, c'est vachement efficace. Je dis, non, c'est efficace dans ce cas-là. Il y a des cas où ça marche moins bien. Et en fait, ce qui lui a fait penser ça, c'est le résultat, c'est-à-dire c'est ce qu'a fait le marché. Donc on en parle de la causalité. Il faut bien comprendre que quand vous êtes gagnant en trading, dans 99% du temps, c'est pas parce que vous êtes un bon trader, c'est parce que vous êtes un trader à l'écoute du marché. Mais il ne faut pas oublier que c'est le marché qui décide si on va gagner ou perdre. Si le marché n'est pas volatile et qu'il n'y a pas de gros mouvements, ça va être compliqué pour nous, parce que je ne fais pas de scalping bien sûr, mais ça va être compliqué pour nous, tout ce qui est swing et day trading, de faire la performance. Quand par contre les marchés sont comme ils sont actuellement, c'est extrêmement facile de faire la performance. Donc il faut avoir cette humilité face au marché. N'oublions pas que c'est le marché qui décide si on est gagnant ou perdant. Alors après, bien sûr, si on écoute le marché, on est gagnant. Si on l'écoute pas, on est perdant. Donc il y a bien sûr le côté fautif du trader. Donc je préfère me qualifier d'un trader qui est à l'écoute et qui comprend comment un marché, comment un mouvement évolue, plutôt que dire voilà, j'ai une super technique, etc. Et donc cette brève échange qu'on a eu sur le compte Twitter, ben, ça m'a donné l'idée de faire un article vraiment complet là-dessus. Donc l'espoir dans la causalité en illustrant cet exemple-là de personnes qui sont impressionnées juste parce que le marché a chuté. Point final. Et donc, on parlera également de l'intellectualisation, hein, l'être humain qui cherche tout le temps à intellectualiser. Et c'est ça qui a créé les vagues Elliott, les machins. Parce que l'être humain veut toujours s'approprier quelque chose, il veut toujours s'approprier ou réinventer quelque chose en lui donnant son propre nom et en disant, bah, voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est être humain.
n'y a pas d'humilité dans le trading, encore moins chez les traders et analystes. Et donc forcément, c'est pour ça qu'on trouve des livres sur plein de trucs et qu'il y a un milliard de choses dans le trading, hein. C'est pour ça qu'on parle de l'ode Pareto. Il y a 80% des choses qui sont ajoutées et 20% des choses qui sont à garder. Et puis des réflexions générales, des choses qui reviennent souvent. Faut-il copier les traders en salle de marché? Bon, ben nous, on va parler de notre expérience. L'influence du début. Et oui, ça, c'est quelque chose qui est très négligé. Quelle est l'influence de vos débuts, que ce soit le début d'une formation ou début en trading, sur votre résultat? Vous serez étonné, parce que nous, donc maintenant, ça fait 4 ans qu'on existe. Donc on a quand même vu, on en a quand même vu défiler pas mal des traders. Il y a 400, enfin il y a 367 à peu près euh, comptes sur les comptes perso DMT. Donc on voit de tous les milieux sociaux, de tous les porte-monnaies. Et on voit, on a des petits tableaux, puis on voit vraiment l'influence du début. À l'époque où Arnaud était encore là, on s'était posé la question de ça, on avait intellectualisé, entre guillemets, on avait philosophé sur quel impact joue le début. Et l'année où on y a pensé, c'était en 2013, et ça s'est révélé dans les faits, parce qu'en 2013, ça j'en avais déjà parlé dans des webinaires, il y avait deux formations, une au mois de mars et une au mois d'octobre. La promotion du mois de mars s'est mal passée, enfin mal passée, sur les 6 qu'il y avait, il n'y en a plus que 2, alors que la promotion du mois d'octobre s'est extrêmement bien passée. 100% de positifs en octobre et uniquement 2 qui sont encore là, je n'ai pas dit positifs, mais qui sont encore là du mois de mars. Pourquoi? Parce que le marché au mois de mars, mars, avril, mai était chaotique, extrêmement compliqué, et du coup les pauvres, ils ont commencé dans un marché sans repère, dans un marché extrêmement compliqué. Et à l'inverse, ceux qui ont commencé en octobre, ils ont commencé dans un marché en tendance, extrêmement facile, et du coup ils ont commencé directement par des gains. Et puis on parle d'autres exemples aussi. Donc on va expliquer quelle influence assez injuste et assez moche à le début sur le trading. Et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre parce que bien souvent, beaucoup de gens perdent parce qu'ils ont eu un début qui n'était pas très bien. Et donc, si on comprend cette influence, on peut changer de trois boutons dans son cerveau en disant ah oui, mais là, si je suis comme ça, c'est parce que j'ai commencé comme ça. Et du coup, j'ai eu. C'est comme on dit, hein, la psychologie, etc. La plupart des personnalités se créent dans l'enfance. Là, c'est vraiment pareil. Franchement, j'exagère à peine, voire pas du tout. Et bien souvent, d'ailleurs, on le voit dans les formations, dans les traders qu'on rencontre, dans les débutants, on dit lui, on sait qu'il a plus de chances de gagner qu'un autre, parce que ça se voit malheureusement dès le début. On peut voir ceux qui ont le plus de chances de fonctionner ou pas fonctionner, également en fonction du marché, bien évidemment. Ça dépend si on a la chance de commencer dans un marché qui est favorable ou pas. Et donc, on ne parle pas également que les débuts, mais on parle également des débuts d'un compte de trading. Pareil, combien il y en a qui démarrent sur un compte de trading et pas de bol, ils commencent à la mauvaise période et du coup, ils commencent par des pertes et ça va les casser. Alors que ceux qui commencent sur des gains, ils vont cumuler ce qu'on appelle une sorte d'avantage psychologique, enfin j'ai appelé ça l'avantage psychologique, sur les autres. Donc pareil, alors je ne parle pas de la formation, je parle de tout, donc de traders des fois qu'on regarde et qui commencent très très bien. Et du coup, même s'ils font pas forcément des choses sympas ou des choses bien, ils vont avoir de la confiance et ça va très bien se passer ensuite pour eux. Et à contrario, ceux qui commencent mal, c'est un cercle vicieux dont il va être très compliqué de se dépêtrer. Et c'est ça qui est assez moche en trading, parce que quelque part, il y a le travail qui paye beaucoup, c'est assez évident. Le travail à la persévérance, ça paye. Mais il y a le côté hasard et chance qui est extrêmement présent. Ça dépend de la manière dont vous commencez. Ça peut énormément vous conditionner pour la suite. Et nous, on l'a vu, non seulement au sein de DMT, mais également en dehors de DMT. Alors, d'autres réflexions générales, l'importance de la sortie par rapport à l'entrée, la suprématie du suivi de tendance et l'analyse technique miroir aux alouettes. C'est un petit truc sympa qu'on a fait, je vous laisserai voir ça. C'est la vidéo numéro 16. Alors, la vidéo 17, on approche à la fin, il n'y a que 19 vidéos. C'est le multi-time frame. Donc là, je disais tout à l'heure, une notion complète sur l'analyse à l'unité de temps. Donc là, c'est super important. On vous apprend à vous situer dans l'espace. À quoi sert dans le trading le MTF et à quoi ça sert dans l'analyse. Hein, donc, dans l'analyse, le multi-time frame est utile pour certaines choses. Et dans le trading, c'est utile pour d'autres choses, pour maximiser le taux de réussite, maximiser la profitabilité, etc. etc. 18, gros chapitre sur le money management. Là, on parle d'un money management qui est iconoclaste, c'est-à-dire que vous vous attendriez forcément pas à voir ce genre de choses. On parle de notre manière de gérer le risque. Vous allez entendre parler de position à 20% de risque, 10% de risque, etc. Comment optimiser son risque par trade. On va reparler de l'algorithme qui modifie les résultats d'une stratégie en fonction de ses résultats. Donc, la stratégie qui a, entre guillemets, à apprendre d'elle-même et qui permet de transformer une stratégie perdante en une stratégie gagnante. Donc là, par exemple, on a montré une stratégie. Donc la stratégie est très simple, c'était sur du H1, Eurodoll.
croisement de moyenne mobile. Et donc, on a fait un IA, un expert advisor, donc, qui prend il a pris 65 trades, c'était en 2013 qu'on avait fait le test. Et il n'y a aucun filtre. En fait, le robot, c'est simple, c'est achat, croisement de moyenne mobile, sortie, moyenne mobile. Et on l'a fait tester sur 3 périodes qu'on a volontairement choisies. Donc, on l'a backtesté sur une période où le marché était en tendance. On l'a backtesté sur une période où le marché n'était pas en tendance. Et on l'a backtesté dans une période où le marché était un peu et sans tendance et des fois avec des tendances, enfin un marché un peu compliqué. Donc dans les deux marchés, c'est-à-dire dans le marché un peu compliqué et dans le marché sans tendance, bien évidemment, le robot a perdu ou a très peu gagné et a beaucoup perdu dans le marché compliqué. C'est-à-dire que le marché où le marché était un peu chaotique, la stratégie est extrêmement perdante. Je crois qu'on avait fait moins 40% de pertes, un truc comme ça. Et dans un marché en range, bah, ça évoluait pas, quoi. Un coup ça gagne, un coup ça perd. Donc au final, sur 65 trades, à la fin, il ne reste pas grand-chose, quoi. Il est quasiment à zéro. Et bien évidemment, une stratégie de moyenne mobile, bah, dans une marché en tendance, bah, forcément ça gagne. Et donc là, bah oui, là ça gagnait, bon pas des masses, parce que bah, comme il n'y avait pas de filtre de tendance, hein, il faisait également du contre-tendance, donc il faisait gain-perte, gain-perte. Et puis, donc sur ces trois résultats, ensuite on les a modifiés et on a refait le backtest, sauf qu'on a appliqué un algorithme au robot. C'est-à-dire qu'avant, le robot prenait les trades avec un risque toujours identique. Et ensuite, on a demandé au robot, tu vas reprendre les mêmes trades, sauf qu'à chaque fois que tu vas faire une série que tu juges perdante, c'est-à-dire qui passe sous ta moyenne perdante, tu vas réduire ton risque parce que tu dois te considérer comme nul. Donc, le robot, lui, il trade normalement, donc il prend c'est exactement le même trade, hein. Les backtests, la seule différence, c'est la taille de l'eau. C'est-à-dire qu'on va vous présenter en fait deux backtests. Alors, certes, ce ne sont que des backtests, mais ça reste quand même extrêmement pertinent. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose qu'on utilise et que les élèves utilisent. Et en fait, donc, c'est enfin, à chaque fois, c'est des entrées qui sont exactement au même endroit, les mêmes sorties. La seule différence entre les deux, c'est uniquement la taille. C'est même pas la différence de gestion de l'ordre, c'est uniquement la différence de taille de position. Et ben du coup, ça change tout le résultat. La stratégie qui était à moins 40%, elle passe à, je crois qu'elle est à plus de 10%, un truc comme ça. La stratégie qui était gagnante, ben, elle passe énormément gagnante. Et la stratégie qui était missile raisin, ben, elle est également gagnante. Juste en modifiant la taille de l'eau. Donc je vous laisserai regarder, ça c'est la vidéo numéro 18. Et puis, on parle également de l'allocation pyramidale et d'un exemple de gestion du capital que j'utilise et que j'ai utilisé là pour les trades que j'ai passés du coup sur le Twitter, c'est-à-dire des risques à 10-20% sur le capital, de risque sur le capital. Et puis, il y a la vidéo 19, c'est la dernière, enfin l'avant-dernière, après on parle un peu des formations. C'est comment se créer une méthode de trading. Donc, on explique ce que c'est qu'une méthode de trading, comment la définir, donc les 4 piliers d'une méthode, hein, stratégie, analyse, trading et gestion. Et comment surtout est-ce qu'on valide une méthode? Comment est-ce qu'on fait le suivi d'une méthode et comment est-ce qu'on la valide? Parce que là, pareil, trop de personnes pensent avoir une méthode, ils la testent sur une semaine ou deux, ça ne marche pas, ils passent à autre chose. Alors que beaucoup d'entre vous ont déjà eu des méthodes gagnantes entre les mains. Donc, je prends l'exemple des forums anglais où il y a plein de méthodes que la plupart utilisent et puis jettent à la poubelle. Alors qu'en fait, c'est des méthodes très bonnes, mais les gens ne savent pas de les comprendre. Ne savent pas de comprendre que des fois, il y a des stratégies. Hein, donc, oui, on explique que c'est la différence entre méthode et stratégie. Des fois, il y a des stratégies qui fonctionnent bien dans certaines conditions de marché. Donc, c'est au trader de l'utiliser dans la bonne condition de marché. Et puis, on explique comment se créer une méthode. Alors, on donne un exemple avec les moyennes mobiles dont on avait parlé et un peu de chartisme, comment donc se créer la méthode trading. Donc voilà, la formation, c'est 19, enfin 20 vidéos, parce que la dernière, elle parle des formations DMT, donc elle explique la pédagogie, etc. Donc 20 vidéos, en fait, pour une quinzaine d'heures, qui expliquent vraiment tout de A à Z. Et normalement, à la fin de ça, bah, déjà, vous êtes vraiment bien costaud. Et voilà. Alors, où se trouve la vidéo? Alors, il y a deux possibilités. Soit vous allez directement sur le site de DMT. Donc, en ce moment, il y a le nouveau site qui est en train d'être réalisé. Donc, sur la page d'accueil du nouveau site de DMT, enfin, vous allez sur dmtrading.fr et tout en bas, il y a les vidéos sur la page. Sinon, vous pouvez aller directement sur le compte YouTube où il y aura donc maintenant les webinaires, les vidéos, les interviews que je vais faire, etc. Donc ce compte YouTube est rattaché, alors là je vais plutôt partager du coup l'écran, hors module, partager. Vous pouvez agrandir, hein. Donc voilà, ça c'est pour l'instant l'accueil du site.
Donc là, vous avez toutes les vidéos. Donc là, l'introduction, donc les 4 là. L'action du prix avec. Alors, tout est classé par chapitre. Donc, par exemple, si vous cliquez sur la volatilité, ça vous emmène directement au chapitre sur la volatilité. Qu'est-ce que c'est que la volatilité? Les indicateurs techniques et aller plus loin. Pour ceux qui veulent se créer un compte DMT, vous avez la même chose, mais dans la zone membre. Donc, la zone membre, c'est là où il y a donc les formations, etc. Mais pareil, vous pouvez créer des comptes gratuits pour avoir accès à tout ça. Bon, bien sûr, vous n'avez pas accès au contenu des formations, mais vous avez accès à la mise à niveau, aux zones de téléchargement. Et vous avez donc bien sûr la possibilité de regarder sur YouTube. Donc, la chaîne, elle est pas encore bien architecturée, mais voilà, pour l'instant, il y a la formation débutant et les webinaires. Donc, il y a déjà celui sur l'euro CHF qu'on avait fait la dernière fois. Et puis, il y aura d'autres, parce que il y a également le blog à côté. Donc le blog, en fait, bon, il y a tout. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a une partie sur les voyages, parce que pour ceux qui ne savent pas, moi je bouge beaucoup. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je resterai toujours à faire des webinaires ou des formations en ligne. Je suis souvent à l'étranger, d'ailleurs je vis d'ailleurs à l'étranger la plupart du temps. Donc pour ceux que ça intéresse, je parle des différentes villes où j'ai habité ou que je visite. Et la partie la plus intéressante pour vous, c'est la partie trading et business. Donc trading et business, pourquoi? Trading parce que je parle de trading et business parce que je parlerai de business quand tu auras parlé, c'est-à-dire la trier, donc pour ceux qui veulent créer une société à l'étranger, comment ça fonctionne, etc. Les différentes choses que met en place DMT, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a un hedge fund régulé par l'AMF qui est en train de se mettre en place. Donc ça, on en parle. On a des opportunités pour créer un broker, on y réfléchit, ça coûte super cher et c'est très, enfin, ça peut être rentabilisé en pas assez de temps par rapport au modèle que moi j'aime bien quand j'investis. Donc on y réfléchit. Pourquoi pas plus tard, d'ici un an ou deux, créer un broker un peu particulier. Un fonds d'investissement, pareil, enfin, j'en parlerai alors, l'investissement, c'est pas pareil qu'hedge fund. Fonds d'investissement, c'est plutôt pour l'investissement en dur dans des sociétés. Et puis voilà. Et puis il y a interview, donc ça, ce sera un truc qui sera pas mal, où il y a des interviews vérité. Alors ce sera pas une interview, alors je ne dis pas que toutes les interviews que vous trouverez sur Internet ne sont pas bien, mais c'est vrai que ça manque un peu de punch et de vraies vérités et de vraies choses. Donc voilà, l'idée c'est d'interviewer plein de monde. Donc j'ai déjà interviewé deux brokers, enfin deux commerciaux dans les brokers. Là je vais interviewer donc Nicolas Chéron, Ilyes, je vais interviewer des traders, des gens qui travaillent dans le trading ou qui sont traders, etc. Mais voilà, c'est une interview pour ceux je me suis beaucoup inspiré sans le vouloir, parce que j'étais un grand fan, pour ceux qui connaissent, de Paris Dernière, qui était une émission, qui est peut-être toujours une émission d'ailleurs, mais ils ont changé de journaliste, qui passe tard sur Paris Première. Et voilà, donc je me suis un peu inspiré dans le style. Donc on parle de trading, etc. Donc c'est des interviews, entretien en fait. C'est pas une liste de questions, si bah alors présente pas ton broker, etc. Ça n'a aucun intérêt. Alors on parle bien sûr de l'apprentissage du broker, mais différemment. On parle des fois des ambiances, des machins, des ci, des là. Enfin, je vous laisserai découvrir quand ça sera en place. Et surtout, il y a ça. Donc en fait, chaque dimanche, je me pose quelque part. Donc en ce moment, je suis à Monaco, donc ce sera Monaco. Mais à partir du mois d'octobre, je serai en Bulgarie et après en Turquie. Voilà. Et je fais le détail en fait des stratégies qui ont été mises en place. Donc à chaque fois qu'un trade est pris, c'est mis en live sur Twitter. Donc il y a un compte. Alors, il y a tout. Il y a la photo, il y a des trades, il y a, il y a beaucoup de choses en ce moment, des trades, je fais quelque chose, pour faire quelque chose le matin. Et ensuite, tout ça est débriefé sur le blog après. Donc, alors ça, c'est quelque chose qui est pas mal. C'est en fait l'évolution de chaque stratégie. Donc, bon, je me suis fait sortir la semaine dernière, malheureusement, sur GVPOD et GVP4, mais j'étais dedans. Et donc, vous avez toute l'évolution de la stratégie sur GVPOD, donc du début jusqu'à la fin, et l'évolution de la stratégie sur GV4. Alors, sur l'euro-dollar, je ne l'ai pas mise parce que c'est des positions que j'avais prises
la moitié des positions sur l'euro-dollar, je les ai prises avant la création du blog, donc c'était pas intéressant de le faire. Par contre, la moitié des autres positions, je les ai prises sur Twitter, donc pour ceux que ça intéresse, vous regardez bien en arrière. Alors oui, c'était une 918 Spider. Vous regardez bien en arrière sur le Twitter où je parle, voilà, une des premières positions que j'avais prises. Je crois d'ailleurs que c'est sur l'eurodoll. Bon, je vous laisserai regarder. Où j'explique un peu voilà, ma manière de faire. Donc, c'est des positions journalières qui sont ensuite pyramidées. Et puis voilà, tous les dimanches, en gros, il y a le compte rendu qui est fait ici, avec combien est-ce qu'il y a en gain, combien est-ce qu'il y a en perte, et surtout c'est ce graphique-là qui est intéressant, qui est l'évolution de la stratégie. Donc la courbe verte, par exemple, hein, je ne sais pas si on voit bien ici, la courbe verte, c'est le gain maximal sur la stratégie. La courbe orange, c'est la perte maximale sur la stratégie. La courbe rouge, c'est le stop loss sur la stratégie. Donc là, on voit que je me suis fait sortir sur stop loss la semaine dernière parce que pas de bol. Et vous regarder, vendeur. Voilà, j'ai vendu, alors c'est lequel, c'est GBP Odd. On ne verra pas la position en hebdo. En gros, j'ai vendu la sortie journalière sur GBP Odd. Et la semaine dernière, à cause de l'écossais, je me suis fait sortir. Pareil sur GBP CAD. Donc voilà, ça aussi, c'est attaché au. Enfin, ça fait également partie pour moi de tout ce qui est formation. Parce que vous pouvez apprendre en regardant un peu comment je fais ou comment c'est géré. Et voilà, donc c'est les trois petites choses. Alors après, il y a le nouveau site qui sortira la semaine prochaine. Moi, j'aurai pas trop le temps de m'en occuper. Pour ceux qui sont à Paris, j'y suis demain. J'ai réussi à me démerder avec leur grève. Je partirai dimanche. Alors non, je pense pas aller au salon ou peut-être faire un petit tour en touriste. Mais j'y vais pas vraiment pour le salon, plus pour voir les gens interviewer, faire des photos de Paris. Et puis voilà. Donc, pour résumer, il y a le blog, le Twitter et la formation. Le prochain webinaire, ce sera Renko versus CRV. Donc, je présenterai qu'est-ce que c'est que le graphique en Renko, qu'est-ce que c'est que le graphique en CRV, comment on peut l'utiliser dans le trading et dans l'analyse, et les différences entre les deux, et qui est mieux que l'autre en fonction du type de trader ou de ce que l'on veut. Il y aura également des nouveaux webinaires. Tous les anciens webinaires vont être refaits à neuf parce que maintenant, on va les mettre sur YouTube. Et avec le format Adobe, on ne pouvait pas le faire. Donc, tous les anciens webinaires vont être refaits et des nouveaux webinaires, mais qui seront peut-être plus courts des fois, avec des fois des webinaires sur les questions-réponses. Voilà, après, il y aura plein de nouveautés. Il y a les DM Turtle, la nouvelle manière d'organiser la formation, etc. etc. Voilà, ce webinaire est terminé. Donc, à part si vous avez des questions. Alors dans le blog également, il y aura tout, hein. Il y aura des billets d'humeur, comme je disais. Il y aura du sport aussi. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un grand sportif. Enfin, là, je suis en arrêt depuis 3 mois. J'ai une sale tendinite au bras gauche. Mais sinon, je fais beaucoup de sport. Donc, pareil, je parlerai de sport et style de vie. Pareil, je fais extrêmement attention à mon alimentation et au style de vie. Je trouve que ça fait partie également du trading. Donc ça, il y en aura de temps en temps des articles là-dessus.